harcèlement. Dans cet épisode, nous nous intéressons à une étape cruciale pour les victimes, le dépôt de plainte. Comment porter plainte? Quelles preuves fournir? Que se passe-t-il après? Pour nous guider à travers cette procédure, nous accueillons une policière spécialisée dans la prévention. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, nous allons vous poser quelques questions. En cas de harcèlement scolaire, quelle démarche conseillez-vous de suivre et dans quel ordre? Alors déjà, en cas de harcèlement et de cyberharcèlement au niveau scolaire, je conseille dans un premier temps déjà d'en parler aux adultes. Alors, aux adultes au sein de l'établissement scolaire, que ce soit CPE, surveillant, principal, professeur principal, mais même pas forcément le professeur principal, un professeur avec qui on a une bonne relation. On sent bien, on est plus à l'aise avec le professeur de mathématiques plutôt que le professeur d'histoire géo. C'est pas forcément notre professeur principal, mais on a un lien un peu plus précis avec ce professeur-là, donc avec n'importe quel professeur. Ensuite, à la maison, bien sûr, en parler déjà aux parents. Peut-être grands frères et grandes sœurs, quand on ne trouve pas forcément les mots pour parler aux parents, mais déjà en parler à un adulte. Ensuite, les parents prendront contact avec l'établissement scolaire et on espère que l'établissement scolaire mette en place quelque chose le plus rapidement possible. Que ce soit en harcèlement, ça concerne le collège ou le lycée, mais il faut savoir que le cyberharcèlement concerne également l'établissement scolaire. Ça, c'est pas forcément qu'à l'extérieur, même si c'est sur les réseaux sociaux, ça touche l'établissement scolaire. Ensuite, si c'est pas possible, le 30-18 qui est anonyme, donc quelquefois en face à face, les élèves, enfants, élèves, peuvent avoir du mal à parler en face à face, que ce soit même devant leurs parents. Donc le 30-18 est important. Il y a des psychologues, il y a des professionnels qui peuvent réussir à aiguiller. Et également, nous, on a une plateforme qui s'appelle Pharos. Pharos qui, quand il y a du cyberharcèlement et qu'on ne connaît pas la personne, quand on connaît la personne, on va déposer plainte. Mais quand on ne connaît pas la personne, on peut faire un signalement à Pharos. Et ce sont des policiers et des gendarmes qui travaillent au niveau de cette application-là, qui travaillent pour trouver justement les personnes qui se cachent derrière un pseudo, derrière un compte d'un réseau social. Donc ensuite, avant de déposer plainte, quelles sont les preuves essentielles? Donc les témoignages, si l'élève a des témoignages directs dans la classe, dans la cour, dans les couloirs, dans le restaurant scolaire, n'importe où, trouver déjà des témoignages. Quelquefois, c'est très dur de trouver ces témoignages-là parce que les personnes qui sont témoins ont peur d'être à leur tour victimes de harcèlement. Mais on essaie de trouver au maximum de témoignages. Sur les réseaux sociaux, faire une capture d'écran le plus rapidement possible. Surtout sur Snapchat, sachant que Snapchat, quand c'est un groupe et qu'il y a un individu qui s'enlève du groupe, il part avec toutes ses photos et ses vidéos, mais aussi ses écrits. Donc, on fait des captures d'écran. On rassemble le plus de preuves possibles, surtout sur les réseaux sociaux. Mais également, depuis quelque temps, on peut enregistrer également les personnes, même à leur insu. Il y a quelque temps de ça, il fallait l'autorisation de la personne d'enregistrer pour prouver qu'il y avait bien du harcèlement. Autant vous dire que la personne qui faisait du harcèlement, à ce moment-là, comme elle savait qu'elle était enregistrée, soit elle refusait l'enregistrement, voilà, ou soit si elle acceptait l'enregistrement, elle faisait en sorte que les preuves n'apparaissent pas dans l'enregistrement. Très bien. On entend souvent parler de main courante et de plainte. Quelle est la différence entre les deux et dans quel cas faut-il privilégier l'une ou l'autre? Alors, la main courante en elle-même n'est pas un acte dans la procédure, contrairement à une plainte. Une plainte, automatiquement, le procureur de la République est saisi au niveau des plaintes. Et ensuite, c'est lui qui va gérer l'enquête. C'est lui le patron enquêteur. C'est lui qui va gérer au niveau des gardes à vue, des prolongations,
Voilà, c'est lui le maître du jeu au niveau des enquêtes. Une main courante, ça peut être pour signaler les faits. On peut dire que c'est un premier pas pour déjà avoir un contact avec la police ou la gendarmerie. Ensuite, la main courante, à la demande du procureur de la République, peut être intégrée à une procédure. Je prends l'exemple d'il y a quelques temps de ça, un parent qui avait déposé une main courante, qui ne voulait pas déposer plainte. Le collègue qui avait pris la main courante, les faits étaient très, très, très graves, donc a pris contact avec le procureur qui s'est auto-saisi. Un procureur de la République peut s'auto-saisir. C'est-à-dire que si une personne jeune ou plus âgée ne veut pas se déplacer ou ne peut pas se déplacer. Alors normalement, si elle ne peut pas se déplacer, il y a des équipes également qui peuvent se déplacer à domicile. C'est très rare quand même parce qu'on n'est pas beaucoup de fonctionnaires de police pour travailler en direct déjà. Donc également, il y a sur Internet, il y a moncommissariat.fr où la personne peut faire une pré-plainte en ligne. Mais elle peut également saisir directement le procureur de la République, qui va lui, après, diligenter les services pour faire une enquête. Donc il y a beaucoup de paramètres qui peuvent être mis en place, beaucoup de solutions. Ensuite, la main courante, oui, elle va plutôt rester, on va dire, soit elle va être mise à la demande du procureur dans la procédure, ou soit elle va rester, on va dire, en tant que signalement. Donc là, comme je vous disais, les faits étaient tellement graves que le procureur a demandé à ce qu'il y ait une enquête beaucoup plus approfondie. Et en lien avec le proviseur du lycée, les collègues policiers sont intervenus au sein de l'établissement scolaire pour interpeller le jeune homme qui, justement, faisait du harcèlement et du cyberharcèlement. Très bien. Quand vous dites que une victime peut faire appel au procureur, comment il fait? Il écrit? Oui, il écrit par lettre. D'accord. Par lettre recommandée, par exemple, ou par lettre simple. D'accord. Le mieux, c'est plutôt recommandé, comme ça, on en a une trace. Voilà, avec tous les faits, voilà. Les moments et... D'accord, ok. Alors, une fois la plainte déposée, quelle est la procédure qui est suivie? Alors là, comme je vous disais, c'est le procureur qui va décider, soit des suites à donner, c'est-à-dire qu'on continue l'enquête, on récolte le plus de preuves possible, ou soit il va décider de mettre, d'un classement sans suite. Ensuite, nous, ici, nous avons des bureaux, nous avons une psychologue. Donc quand une personne vient déposer plainte, alors nous avons été le premier commissariat à intégrer une psychologue dans nos locaux pour les victimes, mais aussi les auteurs, parce que quelquefois les auteurs peuvent avoir besoin d'un soutien psychologique. Ensuite, donc cette psychologue intervient, on va dire, en urgence. C'est elle qui va récolter les premières émotions, les premiers émois. Au bout d'un moment, bien sûr, elle va diriger vers une psychologue au niveau de rue, quoi. C'est ce qu'on appelle à l'extérieur du commissariat. Et nous avons un bureau d'aide aux victimes. Une victime qui veut savoir où en est sa procédure peut téléphoner à un numéro justement qui est joint quand la personne dépose plainte. Elle peut savoir où est-ce qu'en est sa procédure, si il y a toujours enquête. Alors on ne donnera pas tous les éléments bien sûr au niveau de l'enquête, mais on donnera les éléments, savoir si elle est toujours en instruction ou si elle est partie du côté judiciaire. D'accord. Mais on n'en dira pas plus. D'accord. Et par rapport à la psychologue, justement, une victime qui vient pour déposer plainte, est-ce que c'est systématique qu'elle peut voir la psychologue ou c'est le policier qui voit si c'est... Ça peut être à sa demande. Okay. À l'accueil où je vous ai accueilli tout à l'heure, il y a également des flyers avec le numéro de la psychologue et également de l'assistante sociale, parce que nous avons une assistante sociale également ici au sein du commissariat.
Il y a des flyers et sur les plaintes, souvent c'est bien marqué les numéros de téléphone et comment les contacter. Pendant l'enquête, quelles mesures peuvent être mises en place pour protéger la victime et éviter que le harcèlement continue ? Alors au niveau policier, il n'y a pas forcément de procédure particulière. Nous, ça va être l'enquête. Ce qu'il faut mettre en place pour protéger la victime, ce sera au sein de l'établissement scolaire. Au sein également, au sein de la famille. C'est-à-dire d'enlever les personnes qui cyberharcèlent, les enlever du groupe, d'aller le moins possible. Je sais que c'est difficile pour les jeunes aujourd'hui d'aller le moins possible sur les réseaux sociaux, mais au moins quitter les groupes qui sont dits nocifs et que les parents soient très vigilants à ça. Après, c'est également à l'établissement scolaire de mettre en place certaines choses. Alors, je sais qu'ils mettent en place une méthode qui s'appelle la méthode PICA, qui nous vient de Suède, plus exactement. Et donc, voilà, c'est un process donc, une personne qui est harcelée va voir ses CPE, par exemple, ou des ambassadeurs, parce qu'il y a de plus en plus des établissements scolaires, il y a soit ce qu'on appelle des ambassadeurs, des élèves et des professeurs et des CPE qui travaillent justement pour être un référent au sein de l'établissement pour les personnes qui se font harceler, cyberharcèlement. En aucun cas, ils ont un pouvoir de légiférer sur telle ou telle affaire. Ils sont juste là pour faire remonter les informations. Donc ça, l'établissement scolaire peut mettre en place. Ensuite, l'établissement scolaire, donc méthode PICA, c'est-à-dire ils entendent la victime et ensuite ils prennent les autres protagonistes. Par exemple, si c'est dans la classe que ça se passe, donc on va dire une première personne, ça ne dure pas plus de 5 minutes les entretiens, mais ça dure par contre dans le temps. Si la victime ne se sent pas du tout entendue ou que ça n'a pas du tout fonctionné, elle peut retourner voir, ou alors elle est convoquée, entre guillemets, elle est invitée à se représenter au bout d'un moment pour savoir comment elle se sent. Et si elle ne se sent toujours pas bien, on recommence ce process jusqu'à ce que ce ne soit pas la victime qui trouve les solutions, mais c'est les personnes qui harcèlent, on leur donne une possibilité de trouver une solution pour intégrer de nouveau la personne dans le groupe. Facile à dire, beaucoup plus difficile à faire, je vais vous avouer. Après, quelquefois, les victimes ont du mal à l'entendre également, parce qu'elles ne comprennent pas que les personnes qui harcèlent n'aient pas de sanction. Ils ne demandent pas une sanction, la sanction maximum, mais ils demandent quand même, d'être entendus, ça c'est déjà ça. Donc déjà, les méthodes PICA, c'est fait pour entendre. Mais derrière, quelquefois, ils n'ont pas comme ça continue, ils ont l'impression qu'on les laisse un peu tomber. Que l'établissement scolaire, peut-être qu'il fait quelque chose, mais elles n'en ont aucune connaissance. Et derrière, peut-être que c'est moins, le harcèlement est beaucoup moins, beaucoup moins actuel, enfin de tous les jours, c'est beaucoup moins peut-être prononcé, mais de temps en temps, il y a encore des petites brimades, petites rumeurs, petite moquerie, j'aime pas le mot petite parce que voilà, c'est une moquerie. Et pour elles, ça fait mal parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont tout dit, elles ont vidé leur sac, comme on dit, que oui, l'établissement l'a entendu dans un premier temps, mais que derrière, même s'ils ne demandent pas une sanction, les victimes ne demandent pas une sanction tout de suite, exclusion, etc. Mais elles voudraient peut-être avoir un suivi et savoir ce qui se fait. Parce que du harcèlement, alors moi il y a une phrase, c'est un humoriste qui le disait: celui qui ne lutte pas a déjà perdu, ceux qui luttent, au moins déjà ils peuvent déjà
s'en sortir. Par contre, ceux qui ne luttent pas, c'est sûr qu'ils ne s'en sortiront jamais. Moi, je me souviens, c'était un petit jeune de CM2 qui doit maintenant être, oui, je pense, au lycée, qui m'avait dit, moi, j'ai pas envie d'en parler à mes parents parce que j'ai peur de leur faire de la peine. Donc voilà, c'est des petites phrases comme ça que moi, j'entends quand je fais de la prévention au sein des établissements scolaires. J'ai beaucoup de petites phrases comme ça qui viennent me percuter. Et je lui dis, c'est vrai qu'on a notre journée de travail, comme tous parents. C'est vrai que quelquefois, on arrive et puis voilà. Mais on sera toujours là pour nos enfants. En tout cas, c'est ce que moi, j'essaie de faire comprendre aux élèves. C'est qu'on n'est pas forcément H24 au taquet. On est des humains, on est parents, mais on est humains aussi avant tout. Et puis, quelquefois, on a nos faiblesses également. Mais au moins, on sera toujours là pour nos enfants. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, on comprend mieux l'importance du dépôt de plainte et les étapes à suivre. Si vous êtes victime ou témoin, n'hésitez pas à agir et à vous entourer d'adultes de confiance. La loi protège et des solutions existent pour mettre fin au harcèlement. Merci. Merci à vous et bonne continuation. Merci. À bientôt pour un nouvel épisode.